La dernière saison de Game of Thrones est maintenant terminée, et bah on peut dire qu'elle aura bien divisé les fans. On croirait même voir les fans de Star Wars. Faut dire que la saison a fait pas mal de déçus. J'ai été déçu, il a été déçu, et vous aussi, vous l'avez peut-être été. Il y avait énormément d'attentes pour cette saison 8, l'ultime saison de la plus grande série du moment. 2 ans à patienter depuis la saison 7. Et forcément, qui dit attente, dit déception. Mais cette déception, elle sort pas de nulle part. C'est pas juste une affaire de spectateurs pas contents parce qu'ils n'ont pas eu la fin qu'ils voulaient. Oui, la saison a des qualités indéniables, que ce soit en termes de réalisation, de photographie, de musique ou encore d'effets spéciaux qui sont juste impressionnants, mais elle souffre aussi de défauts d'écriture. Et c'est à cause de ces défauts qu'une bonne partie des spectateurs n'ont pas autant accroché à cette dernière saison. Danny kind of forgot about the Iron Fleet and Euron's forces. Alors ces différents problèmes d'écriture, on peut les regrouper en 4 points principaux. Le premier point, c'est le changement du processus d'écriture. Les dernières saisons de Game of Thrones ne sont pas écrites de la même manière que les premières, qui suivaient l'intrigue des livres. Il y a un thread sur Twitter qui explique ça assez bien, alors je vais vous le résumer et y ajouter quelques exemples. Pour faire simple, il y a 2 méthodes pour écrire des histoires, celle des plotters et celle des pantsers. En français, les structurels et les scripturaux. Chacune de ces méthodes a des avantages, mais aussi des inconvénients que les auteurs tentent de régler lors de la réécriture. Les plotters écrivent un plan détaillé de l'histoire à l'avance et ont donc plus de facilité à produire des intrigues efficaces, mais leurs personnages peuvent parfois être fades et n'être que des marionnettes de l'intrigue. On peut dire que l'intrigue est le moteur des personnages. Les pantsers découvrent l'histoire au fur et à mesure qu'ils l'écrivent, en se demandant comment tel personnage réagirait à telle situation. Ils ont donc plus de facilité à écrire des personnages réalistes. Le défaut de cette méthode, c'est que les personnages peuvent parfois s'emmêler dans des intrigues sinueuses, et l'auteur peut avoir du mal à relier tout ça pour donner une conclusion satisfaisante. On peut dire que les personnages sont le moteur de l'intrigue. George Martin, l'auteur de Game of Thrones, est un excellent pantser. D'après lui, écrire une histoire, c'est comme cultiver un jardin. Il plante des graines de personnages et les laisse grandir. Et c'est pour ça que chaque intrigue, chaque surprise est si efficace. Tout ce qui arrive aux personnages est de la conséquence de leur choix passé. Le problème, c'est que son jardin lui a peu à peu échappé, et l'auteur a du mal à s'en sortir pour écrire la suite. Il galère à emmener certains personnages là où ils devraient être pour la suite de l'histoire. Il donne souvent l'exemple de Daenerys qui est coincée à Meereen, et George Martin ne veut pas utiliser de résolution brusque ou forcée. Mais revenons-en à la série. Pour les 2 dernières saisons, les showrunners n'ont pas suivi la méthode d'écriture de Martin, qui ne leur réussissait d'ailleurs pas vraiment, et ils ont agi en plotters. Ils se sont donné 13 épisodes pour conclure la série, et ils ont réfléchi aux différents éléments et temps forts qu'ils voulaient y intégrer. À quel endroit devaient terminer les personnages, qu'est-ce que le public voulait voir, comment le surprendre, etc. En fait, ils ont fait une sorte de cahier des charges de la fin de la série. Par exemple, pour la saison 8, Arya tue le roi de la nuit, Daenerys devient folle, Jon Snow tue Daenerys, et Bran finit sur le trône. Il restait plus qu'à relier tout ça, alors ils ont emmené les personnages là où ils voulaient qu'ils soient, physiquement et émotionnellement. Le problème, c'est que ce changement de processus d'écriture n'est pas sans conséquence, et il se ressent pour le spectateur. Dans les premières saisons, les personnages créaient leur propre destinée, leurs agissements paraissaient logiques, fidèles à leur caractère, et ils subissaient les conséquences de leurs actes. Mais dans ces 2 dernières saisons, au lieu d'être des moteurs de l'intrigue, les personnages sont devenus les marionnettes des showrunners. Et c'est pour ça que certains personnages semblent n'être plus que l'ombre d'eux-mêmes. C'est assez visible avec Jon Snow, qui est clairement devenu un canard dans la dernière saison. You are my queen. Mais là où c'est le plus marquant, c'est avec le personnage de Tyrion. Tyrion qui a perdu tout son génie et qui est devenu le pire conseiller du monde. Mais vraiment le pire. Il enchaîne les conneries. Et il suffit de revoir quelques minutes du Tyrion des premières saisons pour voir la différence instantanément. I'm not questioning your honor, Lord Janis. I'm denying its existence. I'll stand here and take this from you, dwarf. Dwarf, you should have stopped at Imp. De manière générale, quand des personnages dits intelligents sont en fait plus bêtes que les spectateurs, c'est qu'il y a un souci d'écriture. We're in a crypt. Nobody thought of that. He's bringing all the dead people back to life, and they put the women and children in a crypt with all the dead people. So, rah. Tyrion is smart, but I guess not that smart. Mais revenons-en à nos plotters préférés. Pour atteindre le point principal de l'intrigue, qui était la transformation de Daenerys en Mad Queen, il fallait que Daenerys soit grandement affaiblie. Et à la fin de la saison 6, quand elle débarque à Westeros, elle est toute puissante, avec ses 3 dragons, ses armées et ses alliés. Et donc, elle et tous les personnages qui l'entourent ont été obligés, entre guillemets, à prendre des décisions inhabituellement mauvaises. Quoi que Daenerys fasse, qu'elle écoute ses conseillers ou non, ça tourne très mal pour elle. Il n'y avait pas de scénario gagnant pour Daenerys.
Niveau débilité des personnages, la saison 7 nous a aussi offert une magnifique expédition au nord du mur qui avait une motivation toute pourrie. Amener un mort-vivant à Cersei pour lui montrer l'existence de la menace. La véritable raison de tout ça, en fait, c'était juste d'offrir un dragon au Night King, parce que l'intrigue avait besoin que les marcheurs blancs franchissent le mur. Et en plus, Cersei dans tout ça, elle en a eu rien à foutre, donc c'était totalement inutile. Et ce que nous montre la série, c'est que d'ailleurs elle a eu bien raison de s'en foutre, parce qu'ils avaient pas du tout besoin d'elle en fait. L'union de tous les hommes, tout ça, inutile. Par contre, un petit coup de dague bien placé, ça oui. Le deuxième point dérangeant dans l'écriture de cette saison, c'est que la logique et la cohérence sont souvent sacrifiées au nom du spectacle et de la surprise. Par exemple, niveau stratégie militaire, on a pu assister à pas mal de débilités, que ce soit de mettre les soldats devant les murs et les catapultes devant les soldats, ou bien la charge frontale des Dothraki contre l'armée des morts. Mais c'est vrai que ça fait des jolis plans, hein. Autre choix qui à mon avis a été fait pour à la fois choquer et être spectaculaire, c'est l'incendie de la ville de King's Landing par Daenerys. Le problème, c'est pas la folie de Daenerys. D'ailleurs, je trouve que c'est une très bonne idée en termes d'intrigue et de personnages. Non, le problème c'est le degré de cette folie, et c'est qu'elle est très soudaine. La dégringolade va très vite et surtout très loin. On a presque l'impression que c'est un interrupteur en mode on-off quoi. Revenons un peu sur le personnage de Daenerys. Ce qu'on a appris d'elle au fil des saisons, c'est qu'elle est totalement impitoyable envers ses ennemis, ça c'est sûr, mais qu'elle est aussi miséricordieuse envers les innocents. Voilà, son personnage pourrait se résumer à ça. Et donc ce qui se passe dans la série, c'est que à King's Landing, une fois que la ville se rend, elle commence à massacrer des innocents. Voilà, alors qu'elle les tuait même pas avant que les cloches ne sonnent. Donc en fait, si j'ai bien compris, c'est le fait qu'il se rende qui lui a donné envie de tuer tout le monde. Logique. Pour faire la comparaison, même son père, le roi fou, avait un bien meilleur motif de brûler la ville. King's Landing se faisait mettre à sac par l'armée de Tywin Lannister, et donc le roi fou avait clairement perdu la guerre. Donc détruire la ville, c'était le geste désespéré d'un roi qui avait déjà tout perdu, et qui ne voulait rien laisser à ses ennemis. Et en plus, il pensait même renaître en tant que dragon. Donc il y avait un gain pour lui. Alors que pour Daenerys, il n'y a aucun gain. Elle n'a aucune raison de massacrer toute la population, à part de faire une très belle démonstration d'effets spéciaux. Pourtant, il y avait moyen de lui faire un massacre d'innocents tout en gardant la cohérence du personnage. Daenerys aurait simplement pu refuser la reddition et foncer sur le donjon rouge pour abattre Cersei, et tant pis pour les innocents retenus en otage à l'intérieur. En gros, qu'elle oublie sa miséricorde pour punir Cersei. Là, ça aurait été cohérent. Parce que là, ce qu'on nous a proposé dans la série, c'était pas très subtil. Bon, après, vous vous dites sans doute que je suis en train de pinailler, mais pour moi, c'est important que les personnages soient bien traités. Le troisième défaut d'écriture que j'aimerais soulever, c'est un changement dans la logique interne de la série. On entend souvent dire Game of Thrones, c'est une série qui veut surprendre le spectateur et le choquer, comme on a pu le voir avec l'exécution de Ned Stark, le personnage principal de la saison 1. Pourtant, si on creuse un peu, la volonté de la saga du Trône de Fer n'a jamais été de surprendre. De bousculer les tropes de la fantasy, oui, mais pas de surprendre en soi. Dans les premières saisons, celles qui suivaient les bouquins, la surprise était juste une conséquence de la logique interne de cet univers, le réalisme. On avait dans les premières saisons un réalisme froid, un réalisme politique. Art needs to reflect life. Et comme je l'ai déjà dit plus tôt, quand un personnage faisait une erreur, il en payait les conséquences, de lourdes conséquences. Et c'est ça qui surprenait le spectateur, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir. On a été habitué, dans les histoires de fantasy, à ce que le héros moral soit intouchable, invulnérable, et même quand tout avait l'air perdu, il se faisait toujours sauver au dernier moment. Mais dans Game of Thrones, ça marchait pas comme ça. Chaque action avait ses conséquences, et même pour le plus moral de tous les héros. Le scénario ne venait jamais à leur rescousse, et c'est ça qui fonctionnait. Et ce qui était encore mieux, c'est que ces événements qui nous surprenaient tant à l'époque, on aurait pu les voir venir. On aurait dû les voir venir même, tellement ils étaient une conséquence logique de ce qu'il s'était passé. Well, let's get ready. The wine will flow red, and the music will play loud, and we'll put this mess behind us. Dans les premières saisons, la surprise était une conséquence du réalisme, alors que dans la saison 8, la surprise est une conséquence de la surprise. Dany kind of forgot about the Iron Fleet and Euron's forces. En fait, c'est le choix qu'ont fait les showrunners. Ils veulent surprendre le spectateur, le choquer, rendre la série imprévisible, même si la logique et la cohérence en souffrent. Mais quelque chose de surprenant n'est pas forcément bien. Tous les événements doivent être logiques et cohérents avec l'univers et les personnages. Et ce réalisme qui faisait partie de l'identité des premières saisons de Game of Thrones, qu'est-ce qu'il devient dans la saison 8 ? Bah, il s'est un peu fait massacrer.
On a vu des personnages dans des situations impossibles. Par exemple, pendant la bataille de Winterfell, sur beaucoup de plans, on a l'impression que les personnages sont littéralement submergés par l'armée des morts. Et pourtant, ils s'en sortent, sans doute grâce à leur armure plus 8 en scénarium. C'est comme si ces terribles situations n'avaient pas vraiment de conséquences. Et c'est la même chose pour l'armée de Daenerys, qui semble se faire complètement massacrer pendant la bataille de Winterfell, mais au final, ça va. On nous apprend dans l'épisode suivant que seule la moitié des effectifs ont été détruits. Niveau cohérence, c'est pas fou. Et alors, l'enterrement du réalisme vient avec la scène de l'élection de Bran sur le trône. Bon, je parlerai pas du fait que ça n'a rien à voir avec son arc de personnage de la corneille à 3 yeux qui ne veut pas le pouvoir, passons aussi sur le fait qu'il y a des petits seigneurs qui n'ont clairement rien à foutre dans ces délibérations. Bref, alors, à quel moment les grands seigneurs de Westeros qui doivent élire un roi choisissent Bran Stark? Ces grands seigneurs qui, en toute logique, sont censés défendre leurs intérêts personnels et pas celui du peuple. Ces seigneurs qui sont pour la plupart ambitieux. Comment ils pourraient se mettre d'accord pour mettre Brandon Stark sur le trône? En plus, les arguments de Tyrion sont complètement éclatés. Voilà comment, logiquement, ça aurait dû se passer. And who has a better story than Bran the Broken? Dans une situation réaliste, c'est celui qui a la plus grande armée et les alliances les plus solides qui aurait dû revendiquer le trône pour lui, ou bien ils se mettaient tous d'accord pour déclarer leur indépendance. Mais là, non, tous ces grands seigneurs sont soudainement devenus des petits anges qui veulent le bien de tous. Et oui, en plus, ils acceptent l'indépendance du royaume du Nord sans rien dire, sans même demander leur propre indépendance. Alors on a une Stark reine du Nord, un autre Stark roi des 6 couronnes, tout va bien. En termes de réalisme politique, c'est zéro. Et c'est là qu'on voit que le changement d'écriture a été radical au fil des saisons. Au final, cette logique interne de réalisme, ce qui faisait la force de la série dans les premières saisons, a été balayé. Et donc c'est pas surprenant que beaucoup de fans de la première heure ne s'y retrouvent plus. La série se conclut donc sur un happy ending assez classique pour les 4 Stark restants. Alors, est-ce que c'est une mauvaise fin? Bah ça dépend de ce que vous recherchez en tant que spectateur. De la même manière qu'il y a différents types d'auteurs, il y a aussi différents types de spectateurs. Il y a ceux qui sont plus dans l'analyse, qui accordent beaucoup d'importance à l'intrigue et à la cohérence interne d'une histoire, et il y a ceux qui sont plus dans l'émotionnel, qui sont attachés aux personnages et donc soulagés qu'ils aient une fin positive. De toute manière, aucune fin n'aurait pu satisfaire tout le monde. Bon, et dernier point, le plus évident de tous, il y avait trop peu d'épisodes pour conclure une histoire de cette envergure. Tout va trop vite, tout s'enchaîne trop vite. La guerre contre les marcheurs blancs, elle nous a été préparée pendant 7 saisons. On nous a dit et répété que c'était ça la vraie guerre, et que toutes les autres à côté, c'était des futilités. There is only one war that matters. The Great War. And it is here. Presque toute l'intrigue de la saison 7 est focalisée sur ça. Et finalement, dans la saison 8, la menace des marcheurs blancs est anéantie dès la première bataille, et sans trop de grandes pertes en plus. L'impression que ça donne, c'est que au final, les marcheurs blancs, bah ils étaient pas si dangereux que ça. Il suffisait d'un petit coup de dague bien placé. Et c'est dommage, parce que clairement, cette guerre aurait mérité une saison entière. Dans les 2 dernières saisons, il y a aussi des ellipses très brutales, et parfois incohérentes. Et les scénaristes prennent parfois de gros raccourcis. Par exemple, la trahison de Varys semble instantanée et prématurée, et à peine 5 minutes après, il est grillé. Dans tous les sens du terme. Et le pire, c'est pour la folie de Daenerys, qui est trop soudaine et pas assez progressive, et qui, du coup, paraît un peu artificielle. Et le plus frustrant dans tout ça, c'est qu'apparemment, HBO était partant pour faire plus d'épisodes, mais les showrunners ont décidé d'en faire seulement 13. On sait pas trop pourquoi. Non seulement on aurait été content que la série dure un peu plus longtemps, on va pas se le cacher, mais en plus, ça aurait vraiment permis de tout développer, et de pas donner une impression de fin bâclée. Enfin bref, c'est d'autant plus frustrant parce qu'il y avait des bonnes idées dans cette saison. Daenerys qui devient paranoïaque et puis folle, c'est une très bonne idée. Les Stark qui s'unissent pour vaincre le roi de la nuit, c'était aussi une bonne idée. Le problème, c'est pas les grands choix d'intrigue, c'est comment ils sont amenés. Tout est trop soudain, tout va trop vite et semble mal exploité. Et comme c'est Game of Thrones et qu'on adore cette série, on aurait tellement aimé mieux. Mais bon, même si les dernières saisons ont été décevantes sur certains aspects, ça reste quand même une très bonne série. Pas parfaite, mais quand même excellente, qui aura été un phénomène mondial, du jamais vu pour une série. Donc on va plutôt essayer de se souvenir de tout ce qu'elle avait de génial. I wish I was the monster you think I am. I wish I had enough poison for the whole pack of you. I would gladly give my life to watch you all swallow it.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette analyse de la saison 8. Il y a le prisme de l'écriture. Bon, c'était une analyse assez brève, j'ai pas pris le temps de m'arrêter sur chaque scène ou chaque personnage. J'ai pas non plus parlé de la qualité des dialogues, alors qu'il y aurait eu aussi pas mal de choses à dire. Et j'aurais aussi pu parler des points positifs. Il y avait plein de très belles scènes dans cette saison 8, avec de forts moments d'émotion. Et on pourra noter aussi tout le travail qui a été fait sur la symbolique. Mais bon, comme un connard basique, je me suis focalisé sur les défauts. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis je ferai sans doute d'autres analyses de l'écriture de films ou séries cultes. Allez, à la prochaine!